Sur Public Sénat, je vous invite à prendre le temps de la réflexion avec des personnalités du monde de la politique, de l'entreprise, de la culture, du sport. Nous évoquons avec eux, avec toutes ces personnalités, ce qui fait l'actualité. Jean-Marie Colombani nous invite à prendre le temps de la réflexion. Ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Bonsoir, bienvenue dans le 18h du vendredi. Dans l'actualité ce soir, Éric Besson qui repasse la patate chaude à François Fillon. Le débat sur l'identité nationale sera repris par Matignon à l'occasion d'un séminaire gouvernemental lundi. Oui aux statistiques ethniques pour mieux mesurer et lutter contre la discrimination, mais dans un contexte limité et très encadré. C'est la conclusion du rapport Errand remis ce matin au commissaire à l'égalité des chances. Un appel qui sonne comme une relaxe. Les 6 ouvriers de l'usine Continentale de Clairoy ont été condamnés à de simples peines d'amende pour le saccage de la sous-préfecture de Compiègne. En première instance, les Contiers avaient écopé de prison avec sursis. Après 3 semaines de débat et des mois de discussions en coulisses, le conseiller territorial est né. Les sénateurs ont adopté cette nuit le 2e texte de la réforme des collectivités territoriales et le conseiller territorial en est la mesure phare. Retour sur un débat long et laborieux avec Fabrice Cunet. Pour l'adoption, 174 contre 155. 2 heures ce matin, les centristes ont fait pencher la balance du côté du gouvernement. Le Sénat adopte le 2e volet de la réforme. Mesure phare, la création des conseillers territoriaux. Une fin de débat au goût amer pour l'opposition. La cerise sur le gâteau, je parle évidemment du conseiller territorial dont on ne sait rien, ou si peu, dont on imagine mal comment il pourra à la fois siéger au conseil régional et au conseil général sans se montrer davantage préoccupé par l'un ou par l'autre. Fini donc les 6000 élus aux conseils généraux et régionaux, place à 3000 conseillers territoriaux communs aux 2 assemblées dès 2014. Un gain de temps et d'argent pour le gouvernement, une mesure politique pour l'opposition qui dénonce un texte globalement confus et inquiétant. Veut-on supprimer les départements? Qu'on le dise. Veut-on affaiblir les régions? Qu'on l'affirme. Sans cesse, on est entre le flou, le vague, l'imprécis, qui laisse penser qu'il y a un certain nombre de desseins qui sont cachés. Mais le débat a dépassé le clivage gauche-droite. Pour un débat Sénat-gouvernement, la Haute Assemblée a ainsi limité la tutelle des préfets sur les collectivités ou encore encadré strictement d'éventuelles fusions de départements et de régions. S'il a dû reculer sur certains points, le gouvernement ne cachait pas sa satisfaction. C'était difficile, je le reconnais tout à fait, d'avoir su aller vers l'avenir, de pouvoir organiser nos collectivités territoriales de la façon la meilleure. Pour l'heure, le conseiller territorial n'est encore qu'un principe. Les prochains textes devront définir leur répartition, leurs compétences et leur mode de scrutin. Le débat ne fait que commencer. Le scrutin est ouvert. Les 3/4 de la population se disent fiers d'être français. C'est ce qui ressort d'un sondage TNS Sofres publié aujourd'hui. Voilà de quoi donner de l'eau au moulin à Éric Besson, alors que son débat sur l'identité nationale lancé en novembre dernier est plus que jamais controversé. Le ministre de l'Immigration fait aujourd'hui un point d'étape à 3 jours d'un séminaire gouvernemental organisé à Matignon sur le sujet. Sandra Cerquera. Maintenant que Matignon a repris les choses en main, Éric Besson tente de faire bonne figure. Malgré les dérapages, aucun regret, il assume. Conforté par le résultat d'un sondage TNS Sofres, 2 Français sur 3 estiment que l'identité de la France a tendance à s'affaiblir. S'il y a un enseignement pour moi de ces 3 mois de débat, c'est que les Français aspirent à un renouveau du pacte républicain et que ce renouveau ne peut être, selon eux, fondé que sur un équilibre renforcé des droits et des devoirs. Un bilan, mais aucune proposition. Il faudra attendre. C'est le Premier ministre qui tranchera lors d'un séminaire lundi. Seule certitude, Éric Besson veut que le débat continue tout au long de 2010. Après les élections régionales, moi j'ai l'intention de partir pour un tour de France, si je puis dire, au moins un déplacement dans chacune des régions, pour présenter, comme je m'y étais engagé, les conclusions que je tire de ce débat.
Mais pas sûr que ce service après-vente puisse avoir lieu. Tout dépend du résultat de l'UMP en mars prochain et du résultat du Front National. Éric Besson pourrait être tenu responsable d'un bon score de l'extrême droite et en cas de remaniement, quitter le gouvernement. Le point levé en signe de victoire, les 6 ouvriers de l'usine Continentale de Clairoy sont sortis soulagés de la cour d'appel d'Amiens. Ils ont été condamnés à de simples amendes pour le saccage de la sous-préfecture de Compiègne en 2009. En première instance, les Contis avaient écopé de peine de prison avec sursis. Arlette Laguillet et Olivier Besancenot voient dans ce jugement une victoire des travailleurs. Préavis de grève chez Total, l'intersyndicale CGT, CFDT Sud et Force ouvrière appellent les salariés à défendre l'emploi et les investissements à partir du 17 février, par une grève donc. À 2 semaines du 4e congrès mondial contre la peine de mort, se tenait aujourd'hui au Sénat une conférence de presse sur les défis de l'abolition universelle. Et Lise Pressa qui a rencontré l'épouse d'un condamné à mort américain. Reportage. 3 semaines, c'est le temps qu'il reste à son mari avant son exécution. D'ici là, Sandrine à George Skinner compte bien tout faire pour l'innocenter. Il y a 15 ans, Hank Skinner est accusé de triple meurtre et condamné à mort. Sandrine dénonce une enquête à charge, un procès bâclé et des preuves évidentes ignorées. Mais au-delà de son cas personnel, elle tient à dénoncer les conditions de détention des condamnés. C'est d'être réveillé, contrôlé toutes les 30 minutes, de ne pas pouvoir dormir normalement 4-5 heures d'affilée. C'est d'être extrêmement mal nourri, mais ça c'est la problématique de tous dans le couloir. Ils ont par jour en apport calorique ce qu'on donne à des enfants, ce qui est recommandé par l'administration de la santé américaine pour des garçons de 7 ans inactifs. En 15 ans, le mari de Sandrine a dit adieu à 326 de ses codétenus. Au Texas, où il est emprisonné, on compte une exécution par semaine. Seul espoir pour Hank, certains condamnés s'en sortent. Joaquin José Martinez a passé 3 ans dans les couloirs de la mort avant d'être innocenté en 2001. Bien sûr, il y a la torture physique, c'est évident. Et en ce moment, Hank passe par des moments vraiment très difficiles. D'abord parce qu'on lui rappelle tous les jours qu'il sera exécuté le 24. Et en plus de ça, il y a cette torture physique, quotidienne. Et je ne sais pas ce qui est le pire. Ils sont peu à avoir eu la même chance que Joaquin. Seuls un peu plus de 130 condamnés sont sortis vivants du couloir de la mort. Ils sont 3400 à attendre aujourd'hui leur heure dans les prisons américaines. Triste ironie du sort, Hank Skinner devrait être exécuté le 24 février prochain, jour du 4e congrès mondial contre la peine de mort. Un État sur 3 l'applique encore aujourd'hui. La bourse de Paris à nouveau en baisse aujourd'hui. Le CAC 40 a clôturé en chute de 3,4%. Les marchés financiers réagissent aux chiffres mitigés du chômage aux États-Unis. 20 000 emplois ont été détruits au mois de janvier, même si le taux de demandeurs d'emploi diminue légèrement. Mais depuis hier, surtout les places boursières sont préoccupées par l'état des finances publiques de la Grèce, mais aussi de l'Espagne et du Portugal. Quelles pourraient être les répercussions dans la zone euro? Bérengère Dinglas. Suppression des exonérations fiscales, augmentation des taxes sur le tabac, non-remplacement des fonctionnaires. Désormais sous tutelle économique de l'Europe, la Grèce annonce des économies drastiques. Mais cela suffira-t-il à rassurer les marchés? Pour certains, une sortie de la Grèce de la zone euro demeure une hypothèse possible, un chiffon rouge que beaucoup d'analystes relativisent. Nous, pour notre part, on pense que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour 2 raisons. D'une part, parce que ce n'est pas prévu par les textes. Et puis parce que la Grèce, par exemple, n'aurait aucun intérêt à sortir de la zone euro, étant donné que ça lui coûterait très très cher en termes de taux d'intérêt et qu'au risque de taux d'intérêt, ça ajouterait un risque de change. Tous les spécialistes sont d'accord, l'Europe fera tout pour éviter la faillite de la Grèce, quitte à ce que les grands pays comme la France ou l'Allemagne mettent la main à la poche pour maintenir l'Union hors de l'eau. Mais malgré l'inquiétude, les conséquences de l'affolement des marchés ne sont pas si négatives que cela. La baisse de l'euro, c'est la bonne nouvelle de cette crise, c'est-à-dire que c'est inévitable et c'est ce qui va nous permettre de retrouver une petite croissance. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut en passer par là, il faut passer par une crise pour retrouver un euro plus normal et retrouver une croissance un peu plus forte ensuite. Pour autant, si le système monétaire européen n'est pas profondément modifié, certains craignent une explosion de la zone euro dans les 10 ans qui viennent. Et en France, le déficit de l'État a atteint le niveau record de 138 milliards d'euros en 2009. Confirmation aujourd'hui du ministère du Budget. Ça représente plus du double du montant de l'année 2008. Et le déficit commercial, lui, en revanche, est passé de 55 à 43 milliards d'euros. 80 instructeurs militaires supplémentaires, c'est ce que va envoyer la France en Afghanistan. C'est la réponse du ministre de la Défense, Hervé Morin, à l'appel des États-Unis pour une aide accrue des pays alliés.
Allez, on passe au débat du jour. Pour ou contre les statistiques ethniques pour mieux évaluer les discriminations. Véritable serpent de mer, la polémique ressort aujourd'hui avec la remise du rapport errant au commissaire à l'égalité des chances, Izzat Sabeg. Après 10 mois de travail, le comité d'une trentaine d'experts dirigé par le démographe François Héran préconise de nouveaux outils pour mieux mesurer les discriminations et notamment donc les statistiques ethniques. Tamtranoui. Le rapport cherche le consensus, mais le sujet reste très controversé. Le Comité pour la mesure de la diversité et l'évaluation des discriminations, le COMED, a tranché en faveur d'un usage limité des statistiques ethniques. Les statistiques ethno-raciales sont importantes pour faire des diagnostics sur ce qui arrive à certaines minorités, sont importantes pour des enquêtes de recherche, pour des enquêtes de diagnostic, mais qu'elles n'ont pas leur place dans les statistiques courantes. Pour les 27 experts du COMED, les statistiques ethniques doivent être écartées des grandes enquêtes publiques. Ces dernières doivent s'en tenir au pays de naissance et à la nationalité. Cas particulier pour les recensements, le comité propose d'introduire des données sur 2 générations. Une proposition que pourrait reprendre le ministre de l'Immigration, Éric Besson. Enfin, ultime suggestion, la possibilité pour les entreprises et les collectivités de plus de 250 salariés de réaliser des enquêtes sur la diversité. En France, les statistiques ethniques font l'objet d'un débat sensible depuis une dizaine d'années. Les derniers détracteurs dénoncent une utilisation politique de la lutte contre les discriminations, ce que réfute le commissaire à la diversité. C'est un rapport qui s'adresse à tous les Français. Il n'appartient pas à un ministre ou à l'animateur d'un quelconque débat. Peut-on distinguer les Français en fonction de leur origine ? À 3 jours du séminaire gouvernemental sur l'identité nationale, le rapport tente d'apaiser les tensions en apportant une réponse nuancée à cette question. Et pour débattre de ce sujet, 2 invités, Jean-François Amadieu, directeur de l'Observatoire des discriminations, et Patrick Lozès, président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Alors, question posée à tous les deux, pour ou contre les statistiques ethniques pour lutter contre les discriminations. Jean-François Amadieu. Je crois que la réponse est claire. Bien sûr, c'est non. Il se trouve que nous sommes d'accord. Je me tourne vers Patrick Lozès. Personne ne veut des statistiques ethniques et raciales, ce qui d'ailleurs a été confirmé dans ce rapport. Donc ça, c'est au moins la bonne nouvelle. Patrick Lozès. Moi, je suis favorable à des statistiques anonymes, facultatives, autodéclaratives et sans constitution de fichier, ce qui est le contraire du fichage ethnique qui n'est pas anonyme, qui n'est pas volontaire, qui instaure un fichier. Je veux saluer un travail équilibré. Le rapport de M. Héran me semble nuancé, équilibré. C'est toujours difficile de rendre un rapport. Je suis actuellement en train de finir une mission qui m'a été confiée par le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, par le ministre des Affaires étrangères. Je sais combien c'est compliqué. Ce que dit François Héran et le COMED, et je suis d'accord, c'est qu'il faut un cadre sécurisé pour le traitement de données sensibles. Tout le monde est d'accord avec ça. François Héran dit aussi qu'il faut séparer. Il y en a qui sont pas d'accord. Qu'il faut un cadre sécurisé. Je pense que tout le monde est d'accord. Déjà, ça va trop loin. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il faut séparer l'analyse de l'action. Là où on en est aujourd'hui, c'est que moi j'ai besoin que l'on sache où sont les discriminations aujourd'hui? Et il y a une simple question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Est-ce que les discriminations dans notre pays, par exemple dans l'emploi, est-ce qu'elles ont augmenté ou est-ce qu'elles ont diminué depuis 5 ans, depuis 10 ans ou depuis 15 ans? On a du mal à répondre à cette simple question aujourd'hui. Donc on a besoin d'un outil de diagnostic qu'il faut bien entendu séparer de l'action. C'est pas parce qu'on fait des études qu'on va nécessairement à marche forcée vers la discrimination positive ou vers les quotas. Je suis opposé à cela, mais je veux quand même qu'on ait des outils pour connaître la réalité, pour pouvoir avancer sur l'égalité. C'est cela qui est en jeu. Comment faire des égaux et non pas se contenter de proclamer des égaux. Alors, Jean-François Amadieu, tout de même, par exemple, la mesure sur le recensement qui propose de remonter à 2 générations pour savoir le lieu de naissance des parents, certains y voient un alibi pour un comptage de la population. Vous n'y voyez pas de danger? Alors, c'est une mesure pour laquelle beaucoup d'entre nous, et moi le premier d'ailleurs, avions plaidé. Parce que c'est une mesure objective et incontestable des origines nationales, territoriales, géographiques d'un individu. Mais là où il y a un réel problème dans le rapport du COMED, c'est qu'il est décidé que pour un certain nombre d'individus, en particulier les rapatriés d'Afrique du Nord, pour cela,
curieusement, on nous explique que la référence au pays de naissance, par exemple la Tunisie, ou au pays de naissance du père, par exemple toujours la Tunisie, n'est pas suffisante. Et là, on nous explique qu'il va falloir trouver un autre moyen pour distinguer les rapatriés des autres. Je ne sais pas qui sont les autres. Et donc, pourquoi? Parce qu'il s'agit toujours de rester arrimé à une notion ethnique et raciale. Sinon, comment expliquer qu'on cherche à faire cette différence entre les uns et les autres? J'ajoute qu'on distingue évidemment les gens qui sont issus de la Martinique, de la Guadeloupe ou de la Réunion de la même manière. Donc on voit bien que la logique est ethno-raciale. Je vais prendre un exemple, et ça c'est inquiétant, c'est que le rapport nous explique, ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est assez consternant, que le fait d'être né au Brésil, en France, en Italie, c'est la même chose qu'avoir un type ethnique ou racial. Alors là, on est très étonné, car pour nous, un continent, une région, un pays, ça n'est pas un type ethnique et racial. Si on nous explique que la France, c'est important au moment du débat sur l'identité nationale, si on nous explique, comprenez, qu'être français, parce qu'on y est né, c'est la même chose qu'avoir un type ethnique et racial, ce qui est écrit en toutes lettres dans ce rapport, alors là, on est quand même très étonné. Donc, voyez, cette inquiétude, pourquoi les rapatrier? Pourquoi est-ce qu'une nation, ce serait une ethnie ou une race? Nous ne sommes pas d'accord. Pour nous, un continent, je suis né au Brésil, je n'ai pas un type ethnique et racial. On est désolé, mais ça n'est pas vrai. Et puis, il faudra y revenir. Il y a un deuxième motif d'inquiétude réel, c'est que nous, ce rapport va obliger toutes les entreprises de plus de 250 salariés, il le préconise, c'est une proposition, mais à établir des statistiques de diversité sur la base des pays de naissance, pourquoi pas. Mais ce qui est grave, c'est de comparer ces chiffres aux chiffres du recensement ou d'autres études sur le bassin d'emploi. Vous n'avez pas votre quota de personnes étant nées dans tel pays, donc ça ne va pas. Alors ça, c'est pas du tout une mesure de la discrimination, nous sommes dans autre chose. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Je voudrais vraiment dire que nous avons beaucoup parlé et qu'aujourd'hui, il faut quitter le temps scientifique pour aller au temps politique. Le président de la République, quand il faisait campagne, s'est prononcé pour les statistiques de la diversité. Il a posé une question à la communauté scientifique. La communauté scientifique vient de lui répondre. Il appartient maintenant au président de la République de se prononcer. Et je demande à Nicolas Sarkozy de tenir sa promesse et de mettre en place les statistiques de la diversité. Ce que je voudrais dire, peut-être pour rassurer Jean-François Amadieu, c'est que dans ce rapport que je trouve équilibré, François Héran nous explique que les différences entre une république qui ne manipulerait jamais de critères ethniques et une république qui basculerait vers le tout ethnique, qu'on n'est pas du tout dans cette situation. Et il dit d'ailleurs que le recensement actuel est un peu ethnique. Il dit même qu'il est ethnique dans la mesure où il prend en compte des critères de nationalité. Donc ce que je veux dire, c'est que ceux qui nous expliquent que avoir des statistiques de la diversité, je répète que je suis favorable aux statistiques de la diversité et pas aux statistiques ethniques, que si on avait des statistiques ethniques, qu'on passerait dans une république, qu'on passerait de la lumière à l'ombre, François Héran dit non. Donc je pense à cadre législatif constant, c'est ce que dit aussi François Héran, qu'on peut faire beaucoup de choses, mais je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est d'aller encore plus vite, et moi je demande que le monde politique, que les députés, que les sénateurs se saisissent de cette question et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Juste un mot, parce qu'on a très peu de temps, quand même, sur la collusion avec le débat sur l'identité nationale, ce rapport, alors il paraît que c'est un hasard, une coïncidence, qui tombe 3 jours avant le séminaire gouvernemental sur l'identité nationale, ça vous pose pas de problème? Si, ça me pose un problème, et j'ai vraiment posé la question. Ça vous pose un problème, Jean-François Amadieu? Oui, ça a toujours été très lié. On se souvient que c'est un amendement à la loi Hortefeux que le Conseil constitutionnel avait finalement invalidé, qui proposait déjà d'introduire des statistiques ethniques et raciales. On sait très bien que c'est très lié. D'ailleurs, le label diversité n'est pas remis par le ministre du Travail, mais par Éric Besson. Donc, et c'est un label qui concerne les entreprises. Assez curieusement, ça n'est pas le ministre du Travail qui le fait, c'est Éric Besson. Donc, on sait très bien depuis le début. Non, c'est pas une coïncidence. Moi, j'étais inquiet, donc j'ai posé la question à Yazid Sabeg et j'ai posé la question à François Héran. Ils m'ont rassuré en me disant que ce rapport avait été demandé avant même que ce débat n'arrive. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui que le ministre Éric Besson fasse très attention à ne pas mettre une confusion dans ce débat sur l'identité nationale, qui est un débat sur lequel j'émets les plus grandes réserves, et la question de la statistique de la diversité, qui est un moyen d'aller à la cohésion nationale, ce que manifestement ne fait pas le débat sur l'identité nationale. Vous les avez cru malgré tout, François Héran sera
sera présent lundi au séminaire gouvernemental sur l'identité nationale et il va appuyer certaines de ses propositions. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau. L'invitée de ce 18h est la réalisatrice Camille de Casabianca. Son film, C'est parti, sort la semaine prochaine, le 10 février. Elle a suivi depuis sa naissance le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot qui fête ce week-end son premier anniversaire. Première bougie donc pour le NPA et l'ambiance n'est pas aussi euphorique qu'il y a un an lorsque la formation est née sur les cendres de la LCR. À ce moment-là, une nouvelle génération émergeait et je vous propose de regarder tout de suite un extrait du film de Camille de Casabianca, un échange entre François Sabadoh, figure des anciens de la LCR, et Abdel, jeune recrue du NPA. Maintenant, c'est une nouvelle histoire. Voilà, c'est les jeunes qui doivent prendre la direction. Ça doit te faire du bien de voir... Absolument. Maintenant, c'est aux jeunes de prendre le relais. Voilà, mon vieux. Ouais, voilà. C'est galère. Non, mais on vous aidera quand même, hein. On vous soutiendra. Non, mais c'est beau quand même ce qu'on va faire. C'est pas mal. Hein. Écoute, c'est pas mal. Hein. Le NPA, là, ça marche. Voilà, le NPA, ça marche. Bonsoir Camille de Casabianca. Bonsoir. J'ai choisi cet extrait parce qu'on y voyait toute l'euphorie, l'enthousiasme qu'il y avait au moment de la naissance du NPA. 9100 militants à ce moment-là. Aujourd'hui, un échec aux européennes, le compteur qui est tombé à 8000 adhérents et ça sent mal parti d'après les sondages pour les régionales. Est-ce que le NPA, d'après vous, s'est brûlé les ailes? Écoutez, moi je suis cinéaste, donc je ne fais pas de politique. En revanche, l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui étaient les héritiers d'une organisation politique avec tout un passé, etc., qui ont décidé de dissoudre cette organisation qui ne faisait plus face à l'actualité, aux problèmes sociaux actuels et qui se lance dans l'aventure de la création d'un nouveau parti, ça m'a passionnée parce qu'il y avait un début, un milieu et une fin et le film se termine quand le parti est créé. Mais déjà en germe, on voit, en fait, c'est une histoire qui est racontée. On voit les bonnes surprises qu'ils ont parce qu'il y a énormément de gens qui affluent dans leur parti et ils ont aussi énormément de problèmes parce qu'il y a des gens très différents. Et vous avez continué à suivre, alors pas en filmant bien sûr, mais par intérêt, le NPA depuis la fin de votre film. Est-ce que vous avez vu les Évidemment, différences? je pense que c'est des personnages, si vous voulez. C'est comme une pièce de Shakespeare. Donc il y a Olivier qui est le chef, mais qui veut pas trop être le chef parce que il veut que tout le monde soit égaux. Il y a François Sabadoh qui est une sorte de Rému un peu du film. Il y a une femme, Anne Leclerc, qui défend les féministes. Qui, pour moi, c'est comme une actrice, Anna Magnani. Il y a un jeune beurre, voilà, qui lui est un militant dans les quartiers. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Donc à la fois c'est une histoire qui est divertissante. Je précise qu'il n'y a pas d'interview dans le film, qu'on ne parle pas énormément de politique. C'est une histoire humaine. Alors, je voudrais justement vous parler des personnages, qu'on voit un deuxième extrait. C'est une séance de brainstorming. Hein. Olivier Besancenot se prépare à répondre à une interview et donc il demande conseil à ses camarades. Qu'est-ce que ça signifie être de gauche aujourd'hui? Moi, je sais pas. Moi, je connais. Le Fred? Une question, là, t'as vu qu'il me dit sincèrement. Non, c'est... Ok. De gauche. Être de gauche aujourd'hui, c'est s'opposer avec détermination à Sarkozy et défendre les intérêts de la majorité de la population qui sont... Surtout. Être de gauche, pour moi, je peux dire, la vérité, c'est que la gauche, à la base, pour moi, ça voulait rien dire. Moi, j'ai envie de changer le monde. Il se trouve que je me suis tourné vers une organisation de la gauche révolutionnaire et que j'ai découvert ce qu'était la gauche, son mouvement social, son mouvement ouvrier, ses organismes. Voilà, c'est un héritage, c'est une histoire. Alors, c'est un extrait qui est un petit peu... On a l'impression que ça les inspire pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est de mais gauche? c'est vous qui avez choisi les extraits parce que nous... Le silence plane et on a l'impression, en tout cas c'est l'interprétation, on se dit heureusement qu'il est là, Olivier Besancenot, avec ses idées, parce que vous disiez, il veut pas être le leader, il veut pas être le chef, mais malgré tout, c'est lui qui... Oui, je pense qu'on découvre dans ce film, si vous voulez, j'aurais pu faire un film sur n'importe quel parti, sauf que ils ont pensé que la vérité, c'était intéressant. Alors, en général, c'est caché. Donc là, le spectateur entre vraiment dans l'intimité. Et Olivier Besancenot, on le voit toujours à la télé, cadré comme ça, et là on découvre qui il est vraiment. Donc effectivement, il discute de tout un tas de problèmes. Est-ce que vous les sentiez dépassés par les événements un petit peu? Non, pas du tout. Hein. C'est pas des bras cassés. C'est des gens. Ils sont confrontés à un afflux de gens. Là, en ce moment, il y a un débat sur, par exemple, des filles qui se voilent. Alors voilà. Parce qu'il y avait un autre extrait où Abdel, la jeune recrue, le jeune militant, lui dit il faut qu'on inscrive la religion dans le programme. Donc malaise un petit peu dans l'ensemble du groupe. Et là, alors c'est l'actualité. Cette candidate voilée en région. Est-ce que ça c'est un coup de pub pour vous, pour le parti?
Mais moi, je ne suis pas du tout membre de ce parti. Encore une fois, c'est un coup de pub pour le film. Parce que, à la fois, le film, je vous dis, il raconte une histoire. On ne parle pas de politique dedans. Donc, c'est marrant de voir les gens dans leur intimité. Qu'est-ce que c'est être militant aujourd'hui? C'est plutôt ça, la curiosité des spectateurs. Et c'est évident que le fait que ce soit dans l'actualité provoque la curiosité des gens. Parce qu'une fille qui se met un fichu, de loin, on peut dire, oui, non, c'est horrible, c'est la religion, elle est opprimée. Puis quand on la rencontre de près, c'est une femme. On s'aperçoit qu'elle est féministe, on s'aperçoit qu'elle est à la fac. Vous voyez, ça devient des personnages humains. Donc mon désir, voilà, c'est que les gens voient ce film comme c'est des personnes. Sauf que j'aurais pas pu faire ça avec des acteurs. D'habitude, je fais des films de fiction, mais là, ça aurait été bidon. Là, c'est vraiment les vrais gens. Ouais. Alors juste un dernier mot. Le film s'ouvre sur cette scène où ils font le grand ménage dans les bureaux de la ex-LCR. Et donc, ils jettent les œuvres complètes de Lénine par la fenêtre. C'est symbolique pour vous? On ne sait pas très bien. Je suis restée un petit peu... Parce qu'il y en a qui veulent garder, il y en a qui veulent jeter. Mais oui, je trouve ça courageux. Nous, dans notre vie, on fait le ménage de certaines de nos vieilles idées. Parfois, on jette des vêtements à la maison. En politique aussi, il y a des moments où il faut faire le ménage. Et on est dans une société qui change, quoi. Et il y a quand même assez peu de gens qui arrivent, et ça aussi c'est dans le film, ils sont soutenus par les anciens. C'est pas un putsch, les jeunes qui arrivent et qui créent ce nouveau parti. Merci beaucoup Camille de Casabianca d'être venue nous parler de votre film C'est parti, qui sort donc le 10 février, la semaine prochaine. On passe à l'image politique de la semaine, celle que nous avons choisie, c'est Dominique de Villepin, piétiné par des militants UMP. Ça s'est passé hier au siège du parti de la majorité. Des comédiens de l'émission Action discrète de Canal+ avaient accroché un portrait de l'ancien Premier ministre sur la façade du siège de la formation de Nicolas Sarkozy. Portrait immédiatement décroché et qui a servi de tapis aux militants UMP qui étaient présents. Oui, c'est pas Dominique de Villepin qui a été piétiné, c'est son portrait. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Vous êtes le président de la société de conseil CAP. Alors c'est fort comme image quand même, ce portrait Dominique de Villepin piétiné par les militants UMP. Est-ce que ça donne une mauvaise image du parti? Oui, bien sûr, et ça relève les paradoxes de notre nouvelle société médiatique. C'est-à-dire que comme les images sont dorénavant partout, on le voit, la réaction. Alors ils ont fait leur excuse ensuite auprès de Dominique de Villepin, il faut le dire, mais ces images sont dévastatrices parce qu'elles s'inscrivent dans un récit tel qu'il est compris à tort ou à raison par l'opinion. Voilà, c'est qu'après l'affaire Clearstream, Dominique de Villepin est une victime. Des mots très durs ont été utilisés semble-t-il, à son endroit, et donc l'impact est tout à fait dévastateur parce que ces images viennent coller et surajouter cette idée d'un Dominique de Villepin victime de donc ça le sert l'UMP. Finalement. Alors ça le sert, et puis ça veut dire des choses. Ça veut dire que finalement le buzz, le fait de faire parler de soi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le contenu des messages. Et donc ça veut dire qu'en politique, les grands principes doivent toujours primer. Là, on le voit, visiblement, il y a un manque de culture et d'histoire politique chez ces jeunes militants qui ont fait ça. Ils ne comprennent pas la portée historique de telles images dans l'histoire, dans la mémoire des peuples. Et donc ça veut dire qu'il faut, à tous les étages d'une formation politique, que les grands principes prévalent. Et les grands principes, c'est les idées, c'est les programmes, c'est les projets, et c'est jamais porter atteinte à l'image d'une personne. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal, tout de suite Bibliothèque Médicis, comme tous les vendredis avec Jean-Pierre Elkabbach. Le thème de l'émission, les défis économiques. Et puis comme toutes les semaines, je vous donne rendez-vous à 22h en direct. Et mon invité pour commenter la semaine, c'est l'écrivain, compositeur et chanteur Yves Simon. Très bonne soirée sur Public Sénat. J'étais vraiment convaincue, lorsque j'ai pris les médicaments, que j'allais ne jamais me réveiller. Claire, Michel et Anne ont tenté de mettre fin à leur jour. Ils évoquent leur détresse, ceux qui les ont aidés à s'en sortir et enfin leur renaissance. Tous les jours, mes parents venaient. Quand j'ai commencé à ressentir les choses, je me souviens des mains, des caresses sur les joues. Ça voulait en dire plus que n'importe quoi. La tentation du suicide, vue par ceux qui sont passés par là, leurs proches et le personnel soignant, c'est d'en partir, revenir ou l'ambiguïté de la vie,
Un documentaire de Juliette Varlop sur Public Sénat, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Benoît Duquesne. Bienvenue à Bibliothèque Médicis et merci d'être avec nous de plus en plus nombreux. En ce début d'année 2010, quelles sont les perspectives et les chances d'une reprise de la croissance? S'il y a croissance, et quelle croissance? C'est-à-dire de l'emploi, c'est-à-dire de l'avenir de la stabilité politique et sociale de tous les pays concernés, bien sûr, y compris de la France. Il y a un an, le monde frôlait la catastrophe. Il était en pleine récession. On nous dit qu'il en est sorti. Et alors qu'aujourd'hui, la crise n'est pas finie, on entend parler de l'après-crise. Alors est-ce que c'est vrai? Comment s'y préparer? À quel changement faut-il s'attendre dans les pays, dans les entreprises, dans les banques, dans les comportements surtout de chacun d'entre nous? 2010 sera une année difficile, mais prometteuse. Bibliothèque Médicis est engagée devant vous à éclairer d'une certaine façon notre chemin. Elle va le faire, une fois encore, avec des voix expertes et libres. Marc Ladrette de la Charrière, je peux dire avec des voix indépendantes et libres. Complètement indépendantes et complètement libres. Vous le confirmez. On va l'entendre. C'est vous qui avez mal noté la Grèce, pays mal géré, avec votre agence de notation. D'autres États de la zone euro sont-ils menacés de dégradation? Parce qu'on parle du Portugal, de l'Irlande, de l'Espagne même. Écoutez, il faut voir les pays dont vous parlez, ce sont ce qu'on appelle maintenant malheureusement les pigs, les cochons en anglais, puisque c'est le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne. Pour l'instant, elles sont en observation, puisque ces pays continuent à avoir une note de qualité, mais naturellement, si on constate qu'il n'y a pas d'amélioration concernant leurs finances publiques et leur endettement, il y a un risque qu'elle soit mise sous tension de la part d'une agence de notation comme Fitch. Et l'observation, c'est quel stade dans la hiérarchie qui va vers la punition? C'est pas une punition,